Sud Radio présente Une vie de rugby avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Andrew Mertens, bonjour. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir. Merci d'accepter l'invitation à ce rendez-vous Une vie de rugby, entretien exclusif sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors c'est un grand honneur de t'accueillir. On a beaucoup de chance parce que tu as décidé de venir passer un peu de temps en famille ici en France. On y reviendra tout à l'heure. Et donc on a bien sûr saisi l'opportunité d'échanger avec toi dans ce rendez-vous Une vie de rugby sur une carrière très riche sous le maillot des All Blacks. Et puis ensuite tu as voyagé beaucoup pour découvrir notamment l'Europe. On va en parler tout à l'heure. Donc Andrew Mertens, ta carrière sous le maillot à la Fougère, c'est 70 sélections entre 1995 et 2004. 2 Coupes du Monde, un peu malheureuse. On va en parler. Mais si tu te retournes très loin sur tes débuts et ta découverte du rugby, quels sont tes premiers souvenirs ? Alors, je ne m'attendais pas à être un All Black. Je jouais dans la campagne, à la jeunesse. Il n'y avait que ça à faire en Nouvelle-Zélande. On n'avait pas le foot. Donc, il y avait le rugby pour les communautés du pays. Donc, j'ai adoré le rugby. Je n'étais pas physique, je ne plaquais pas, évidemment. J'ai gardé ça toute ma carrière. Mais non, j'aimais bien jouer, j'aimais bien taper. Et après, bon, c'était juste une grande surprise pour moi. Il y avait plein de trucs qui sont passés pour contribuer à l'ascente pour les Blacks, mais je ne m'attendais pas à ça. J'étais ravi de jouer pour ma province, Canterbury. Et après, ça semblait de continuer avec la chance que j'avais. Certains entraîneurs qui ont fait leur confiance en moi et qui m'ont sélectionné. Donc, j'étais vraiment, vraiment chanceux. Mais bon, c'était un plaisir, un honneur de jouer dans le maillot noir. Et j'étais chanceux à l'époque d'avoir autant de joueurs expérimentés autour de moi. Il y avait Fitzpatrick qui était capitaine, il y avait des frères Book, Walter Little, Frank Bunce, Jeff Wilson, Jonah Lomu évidemment. Et donc c'était un plaisir. La Coupe du Monde en 95, ma première année chez les Blacks, c'était juste un tournoi extraordinaire. Et bon, on va revenir. Si on a perdu, il y a que des bons souvenirs. On va revenir sur cette Coupe du Monde quelques mois seulement après ta première sélection. Cet événement qui a dépassé très largement le cadre du rugby. Donc tu fais partie en effet des joueurs qui ont beaucoup joué avec le phénomène Jonah Lomu, notamment lors de cette édition 95. On connaît le scénario et le résultat malheureux. En finale, c'est difficile quelques mois après découvrir le maillot Black, perdre une finale de Coupe du Monde. Est-ce que finalement, l'impact que ce match a eu dans l'histoire de l'Afrique du Sud, ça a permis d'atténuer un peu la douleur de la défaite côté Black ? Non, je pense pas. On peut jamais peut-être digérer une défaite. Et c'est pour ça qu'on joue au sport, de se faire plaisir, mais en plus de gagner. Donc rien ne remplace ce sentiment de gagner. Mais bon, on peut accepter que le résultat a joué son rôle dans l'histoire pour un pays qui a dû se réunifier. Donc, et grâce à cet homme extraordinaire, Nelson Mandela, qui était là, je me rappelle, en finale, il y avait eu le sentiment, parce qu'avant, pas mal de secteurs de la public sud-africaine a soutenu les autres équipes qui venaient pour jouer contre les Springboks, dont les Néo-Zélandais, les All Blacks. Mais la communauté noire voilà. Particulièrement. Oui, voilà. Donc, puisque l'équipe sud-africaine, jusqu'à cette Coupe du Monde, était le symbole de la suprématie blanche. Et il y avait un vrai sujet de race autour des Springboks. Oui, absolument. Ils ont vu l'équipe des Springboks comme un symbole de ce racisme. Mais pendant la tournoi, le soutien qu'on a eu de cette communauté-là a disparu. Effectivement, on a vu une public qui était ensemble derrière leur équipe. Et lors de la finale, c'était exactement ça. C'était contre tout le pays, l'Afrique du Sud. Comme il a dit François Pina, 50 millions ou 60 millions de personnes, au lieu de 5 millions blancs.
Donc, Mandela, il est sorti dans ce match, avant le match, en portant le maillot de François Pinault, le numéro 6. Je parlais en italien. Le numéro 6, et c'était un moment super pour leur paix. Mais ça ne remplace pas la difficulté à digérer cette défaite. Et après, il y a cette période où les Blacks surdominent le rugby mondial entre les Coupes du Monde, sans réussir à la gagner, puisque ensuite il y a l'épisode de 99 où vous arrivez archi favori, et l'histoire s'est un peu répétée, mais les Français ont souvent, pendant les Coupes du Monde, sorti un exploit. Oui. 87 contre l'Australie, 95, un quasi-exploit contre l'Afrique du Sud en demi-finale, et l'histoire aurait été différente. Et puis en 99, il y a ce qu'on a appelé le match du siècle contre vous. Quel souvenir tu gardes particulièrement de cette Coupe du Monde, de ce match qui a été quand même un traumatisme pour le pays et qui a remis en question l'équilibre des All Blacks sur les années qui ont suivi? Bon, alors, moi, je me rappelle bien le mi-temps. On menait l'équipe de France avec 20 points ou quelque chose comme ça. 24-10, je crois, à la mi-temps. Oui, quelque chose comme ça. Donc, on était en contrôle, mais on a vu que peut-être les Français n'étaient pas battus. Je me rappelle que j'ai vu Abdel Benazi qui sortait du terrain pour aller dans les vestiaires en mi-temps, et il n'était pas cassé. Il gardait sa tête en haut et tout ça. Donc, on ne savait pas là que ça aurait passé en deuxième mi-temps. Après début du deuxième mi-temps, je pense que c'était moi qui a déclenché le retour français, donc je vous en prie. J'ai raté le plaquage sur Dominici, qui a marqué l'essai, qui a vraiment monté l'esprit de l'équipe française. Et après, on ne pouvait pas les toucher. Il y avait la maison qui faisait tout. Chaque fois qu'ils sont arrivés dans notre camp, ils ont marqué des points. La maison, un drop, après un petit coup de pied derrière pour Richard Dourte à marquer l'essai, tout ça. On ne pouvait rien. Et en fait, même en défaite, j'étais fier de faire partie d'un événement, d'un résultat qui était tellement important dans le contexte du rugby, pour la Coupe du Monde aussi, parce que tout le monde en parle. Et bien, même si on aurait voulu gagner, encore une fois, on a fait plaisir aux autres. Donc, la France, on n'était pas, cette époque-là, en 99, on n'était pas l'équipe forte qu'ils disaient. Que les journalistes disaient. On a gagné en Angleterre en poule, mais c'était pas une super équipe anglaise non plus. Donc, tout le monde pensait que c'était pour nous le tournoi. Mais en fait, contre l'équipe française, quand on voit l'effectif des Français, c'était une équipe énorme. C'était une équipe énorme qui avait joué leur finale avant l'heure contre vous, parce qu'ensuite, il y a une finale complètement manquée du côté des Bleus avec le titre australien en 99. Quand tu te retournes sur cette carrière en noir, c'était deux regrets majeurs, j'imagine, ces tournois et ces deux Coupes du Monde sur lesquels tu n'as pas pu aller au bout. Qu'est-ce que tu retires de plus positif? C'est quoi ta plus grande fierté sous le maillot black? Alors, juste l'expérience d'être là, même si on aurait voulu gagner, mais il n'y a qu'un seul champion, évidemment. Donc, pour moi, c'est pas forcément un regret. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes expériences. Je suis tellement fier d'avoir porté le maillot noir. Et il y a plein de joueurs qui étaient meilleurs que moi, qui n'ont pas eu la chance de le faire. Donc, je dois me compter vraiment chanceux. Et comme j'ai dit, ça fait partie de mes expériences, ça fait partie de moi. Et donc, si j'avais gagné peut-être en 95, je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes expériences suite à ça. Ça pourrait être vachement différent. Mais quand je regarde ma carrière en tout, même avec des défaites emblématiques, je suis vraiment content d'avoir eu l'occasion de venir en France, de jouer avec 3 clubs iconiques. Oui, iconiques. Iconiques avec le RCT, avec le Racing et avec Béziers. Donc, cette expérience-là, même là, on a perdu des matchs, on a eu des défaites comme chaque équipe normalement. Donc, ça fait partie de mes expériences et j'en suis tellement fier.
Il y a quelque chose qui frappe quand on t'entend parler. Il y a d'abord une humilité qui est assez symbolique de ce qui transpire de cette culture néo-zélandaise. Quand tu dis que beaucoup de joueurs étaient meilleurs que toi et n'ont pas eu la chance de porter le maillot, on peut se poser la question de savoir si c'est vrai ou pas, parce que quelque part, tu l'as porté ce maillot à 70 reprises quand on connaît le niveau de la concurrence en Nouvelle-Zélande. Il y a le fait de dire que malgré les défaites, tu es fier d'avoir participé à des moments qui ont été des événements majeurs de l'histoire de notre sport. Donc il y a cette grande humilité. Il y a des choses qu'on retrouve toujours chez les All Blacks, qui gagnent ou qui perdent, des recettes un peu magiques malgré tout, qui sont la capacité de transmission de l'histoire du maillot et ce passage de témoin entre les générations. On a parlé tout à l'heure de l'époque de 2003-2004, quand tu arrêtes de jouer, que Dan Carter arrive. Il y a ce passage de témoin-là. C'est ce qu'on appelle le legacy et qui a été un peu intellectualisé par des gens qui ont essayé de transposer ça au monde de l'entreprise. Quel regard tu portes, toi, sur ce qui fait cette singularité des All Blacks, et qu'est-ce qui fait que, malgré tout, ils sont toujours au plus haut niveau, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent les Coupes du Monde, mais ils n'ont jamais quitté le top 3 mondial depuis que le ranking de World Rugby existe. Par quoi tu l'expliques, ça ? Alors, je pense que c'est une combinaison. On est un pays plutôt jeune. On ne compte pas 2000, 3000 ans d'histoire et tout ça. Même les Maoris, ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande il y a 800 ans. Après les Européens, il y a presque 200 ans. Donc, on est jeune, on est petit. C'est une petite population. On se connaît presque tous. C'est comme un village, effectivement. Soit on est des cousins, soit on se connaît bien. Donc, personne ne laisse peut-être aux autres de devenir égoïste ou quoi. Il faut travailler avec. C'est un peu au bout du monde. Et eux qui sont venus, ils sont venus avec l'esprit de faire une aventure, de vraiment travailler dur. Qu'est-ce qu'on dit, les fermiers, oui. Les fermiers qui sont venus et tout ça pour travailler sur la terre et tout ça. Donc tu peux tout faire avec le temps qui détruit tout ou quoi. Donc je pense qu'il y a une certaine humilité dans ce travail. Et ils étaient les fermiers qui ont peut-être lancé le rugby en Nouvelle-Zélande, ainsi que les Maoris qui ont apprécié le challenge physique de ce sport. Et après, de se mélanger, de jouer ensemble, de faire l'un pour l'autre, ça a été notre truc aussi, ce sport. On n'a pas le foot, on n'a pas autre chose pour montrer au monde, pour se démontrer fier sur l'étage global. Donc, il y a eu le rugby. Et effectivement, c'était une occasion, il y a longtemps, pour peut-être faire un nez saignant, oui. Un nez aux Anglais. On a des racines anglaises, évidemment, mais pour jouer au rugby contre eux, de les battre, ça nous faisait sentir mieux que sur nous. Donc, c'était une occasion et on a embrassé, je pense. Mais tu travailles souvent avec les entreprises et il y a cette notion de transposer les recettes du monde sportif et du management du sport à l'entreprise. Si tu devais de même faire cette transposition des méthodes de management propres au All Black, parce qu'on sent vraiment que dans l'approche, il y a quelque chose de particulier qui se transmet. Dans le rapport au rugby, d'abord, il y a cet équilibre, je trouve, assez parfait entre la notion de plaisir du jeu et cette envie permanente d'être numéro 1 mondial, avec beaucoup d'humilité, mais d'avoir la certitude qu'on est capable d'être les meilleurs du monde tout le temps. Ça, il y a d'abord quelque chose peut-être autour de ça ? Oui, parce que je pense que ce sport, c'est un sport qui vraiment dépend de la cohésion du groupe. Et forcément, quand tu joues au rugby, tu te sens qu'il faut, dans un certain sens, se sacrifier pour l'équipe, pour quelque chose de plus important que soi. Et c'est ça le truc, je pense, en Nouvelle-Zélande, où on a toujours travaillé, même dans les provinces, dans les écoles, tous les clubs et tout ça, travailler pour que le rugby néo-zélandais soit le plus fort possible. Et je pense que ça, c'est derrière. Après, les joueurs, ça passe
l'histoire de l'équipe et les valeurs et tout ça sont passés par les joueurs expérimentés qui se pensent... Donc ils ont un vrai rôle. Toi, quand tu as fini ta carrière avec les All Blacks, tu te sentais une responsabilité de transmission avec les nouveaux? Oui, absolument, oui. Parce que c'est un mélange, à mon avis, de respect. Parce qu'il faut respecter les jeunes qui arrivent et il faut qu'ils aient la confiance de s'exprimer sur le terrain, d'utiliser leurs forces. Mais aussi pour les jeunes, il faut respecter ce qui s'est passé déjà et respecter que c'est pas une question de soi. Il y a d'autres joueurs qui ont passé par leur maillot, qui ont le même numéro et tout ça, et ils vont y avoir joueurs qui viennent après. Donc, ça fait un petit moment dans ta vie et tu as l'occasion de vraiment faire quelque chose du bien. Il faut laisser, comme ils disent en Nouvelle-Zélande, il faut laisser le maillot en meilleure forme qu'avant. Malheureusement, je n'ai pas exactement fait ça. J'ai joué avec une équipe qui jouait bien en 95-96, mais par contre, on a eu des moments faibles après ça. Et enfin, lui qui a pris le maillot que je portais moi, c'est Dan Carter. Et donc, moi, je ne peux pas dire que j'ai laissé au meilleur endroit le maillot parce que c'est lui qui a monté le maillot, l'équipe et tout ça. Mais bon. Oui, mais tu as contribué à créer les conditions pour qu'il soit à l'aise dans ce groupe et qu'il trouve sa place, puisqu'au début, il cohabitait au centre, un peu avec toi et un peu avec l'autre numéro 10. Carlos Spencer, oui, fait, bien sûr. Donc, il y a cette volonté-là, on l'a toujours senti. Mais est-ce que le maillot se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'un jeune joueur qui arrive comprend le poids de l'héritage juste avec le maillot, ou c'est un vrai travail de management? Les deux, je pense, parce que ça va, si c'est pas dans ton cœur, ça va pas être là. Donc forcément, on a des joueurs qui arrivent comme les Français, comme tous les joueurs peut-être, mais je pense que juste l'importance dans notre culture néo-zélandaise du maillot, à cause de notre petite histoire de 200 ans ou quelques 100 ans, je pense que ça, c'est important. Et les joueurs, ils arrivent, il faut respecter le maillot, il faut se sacrifier un petit peu, mais après, il faut amener leur force également. Donc, pour nous, c'était juste de créer l'ambiance pour qu'un joueur sache qu'il est soutenu, mais il faut mériter le respect du groupe. Et bon, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à expliquer, mais dès qu'il y a ce sentiment dans le groupe, ça peut continuer, ça peut s'enchaîner, effectivement. Dès qu'il y a les valeurs, ça vient des joueurs expérimentés qui mènent, par exemple, ça va s'enchaîner. On sent vraiment, ça frappe chez les Blacks, et je trouve qu'on retrouve ça un peu dans notre équipe de France d'aujourd'hui, ce sens des responsabilités des joueurs, notamment des leaders, de la responsabilité dans la transmission de valeurs et dans le respect qu'on doit au maillot. Et je crois que ça fait les grandes équipes et les succès. Tu parlais tout à l'heure des années fastes, 95, 96, même s'il n'y a pas de titre de champion du monde. Et puis ensuite, quelque part, une fin de cycle. Est-ce que tu penses que c'est ce qui se passe en ce moment avec les Blacks? On se pose beaucoup de questions sur le niveau des Blacks actuellement. On peut se poser la question de savoir si le fait d'avoir déjà nommé Scott Robertson pour l'après-Coupe du Monde, c'est une forme de désaveu du sélectionneur actuel. Quel est l'état de cette équipe All Black aujourd'hui? On se pose vraiment la question. Quel est ton regard par rapport à ça? Je pense que l'équipe actuelle est vraiment engagée parce que ils ont pu peut-être relâcher un peu les dernières 2 ou 3 saisons parce qu'il y a l'équipe sud-africaine qui est l'équipe phare dans le monde, qui a gagné la Coupe du Monde. Après, il y a Irlande qui est numéro 1, il y a France dont tout le monde parle parce que c'est une très, très, très bonne équipe. Ce que je vois de la France, c'est la constance qui peut-être n'existait pas tout le temps. Et après, il y a une profondeur dans l'équipe, il y a un nombre de joueurs, il y a la compétition dans l'équipe ou dans le groupe
pour avoir des places. C'est pas sûr et il faut ça lutter. crée de l'émulation et ça élève le niveau. Voilà, tout à fait. Pour les Néo-Zélandais, je pense que ça a été difficile suite à une époque qui comptait les joueurs comme Carter, Manon ou Aaron Smith joue encore, mais Kieran Reid, Richie McCaw, Tony Woodcock, c'était une équipe qui était incroyable, vraiment, avec tous les joueurs dans tous les postes qui étaient soit meilleurs du monde ou deuxième du monde, tout ça. Donc, on ne peut pas compter sur ça tout le temps. Mais ça, pendant 8 ou 9 ou 10 ans, ça a peut-être inspiré les autres équipes pour aller chercher. Les Anglais qui ont montré comme ils peuvent jouer en demi-finale en 2019. Il y a toujours les Sud-Africains qui sont fiers et qui ont une bonne histoire aussi, qui sont toujours là. La France, on sait qu'il y a le talent. Il y a le talent, mais peut-être il y a eu des trucs politiques au passé. Et c'est toujours une équipe qui peut gagner tout le monde à tout moment. Mais peut-être la constance qui manquait. Mais ça arrive, à mon avis, après Irlande qui surpasse leur niveau, effectivement. Chaque match, c'est super comment la cohésion des Irlandais. Donc, je pense qu'ils ont tous fait ça en cherchant les Néo-Zélandais qui ont mis un niveau, qui ont établi un niveau d'excellence pendant 10 ans que tout le monde cherchait. Et donc, ça s'est passé, c'est dur pour... C'est toujours difficile quand tu es celui que tout le monde copie et que tu n'as personne à regarder devant pour te challenger en permanence. Oui, tout à fait. Le truc pour le rugby néo-zélandais, on n'a pas les ressources d'autres pays, on n'a pas les nombres d'autres pays. Il faut qu'on soit innovatif tout le temps et pour continuer à évoluer le jeu. Et je ne pense pas qu'on ait fait ça, qu'on ait pu faire ça pendant les dernières 2 ou 3 saisons. Donc, Scott Robertson, il a été nommé entraîneur à partir de l'année prochaine et c'était logique. Il a fait tout ce qu'il peut pour se mettre en position d'avoir ce rôle. Et il a tout gagné avec les Crusaders. Il a eu des bons joueurs, mais il a développé beaucoup de bons joueurs. Il y a un esprit dans l'équipe et ils arrivent toujours en phase finale, même si on a perdu certains matchs, ils sont toujours là en phase finale. Récemment, ils ont gagné les phases finales récemment. Donc, c'est son temps. Et je ne pense pas que ce soit un manque de confiance en Ian Foster, mais c'est juste... on ne peut pas nier l'effet de Scott Robinson. Ouais, il y a un nouveau cycle clairement qui va s'établir pour les Blacks avec cette arrivée. Alors je répète pour ceux qui nous prennent en route, pour les auditeurs qui nous rejoignent, on est avec Andrew Mehrtens sur Sud Radio, la radio du rugby, 70 sélections chez les Blacks, 2 Coupes du Monde. Et on a la chance d'avoir Andrew Mehrtens qui a décidé de venir vivre une aventure familiale en France, qui va nous rejoindre et nous amener son expertise sur Sud Radio pendant la Coupe du Monde. Andrew, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette envie de découvrir l'Europe, particulièrement la France, puisqu'il y a une aventure quand même assez riche en France, au RCT, au Racing, et puis pour finir à Béziers, d'abord joueur et puis ensuite entraîneur. Qu'est-ce qui t'a poussé à découvrir ce pays particulièrement ? En fait, c'était de donner l'occasion à 2 filles pour avoir cette expérience. Avant le lycée, c'est un très bon âge de créer des amitiés, nouvelles amitiés. Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement en France ? C'est juste l'occasion d'habiter ici avec la Coupe du Monde qui va être super. On se rappelle bien qu'en 2007, c'était une Coupe du Monde vraiment qui a plu à tout le monde. Je pense que suite à l'expérience au Japon, la France va tout faire pour avoir un tournoi extraordinaire, mais aussi un peu de refaire l'expérience pour moi. J'ai adoré la France. J'ai eu la chance d'avoir des expériences à Toulon, à Paris, au Racing et à Béziers. Par contre, le départ n'était pas vraiment peut-être sympa à Béziers. Et j'ai toujours ressenti que peut-être qu'il y a encore à faire en France. L'histoire n'était pas terminée pour toi avec la France. Et c'était quand cet arrêt à Béziers, 2013, non ? 2013, oui. 2013. Et j'ai toujours suivi les équipes biterroises, toulonnaises et de Racing, toujours, mais en sachant que
Oui, on avait une très bonne expérience en gagnant la Fédéral 1 avec Béziers contre Périgueux. Mais par contre, les 2 saisons suivantes n'étaient pas super niveau personnel. Donc, j'ai voulu revenir en France, refaire une expérience, laisser à la famille de faire également, profiter de la Coupe du Monde, rester ici le plus longtemps possible et refaire peut-être l'accent du Sud. Et donc, tu viens avec la volonté d'aller à la rencontre des entreprises, des clubs de rugby pour partager ton expérience de All Black. Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Je pense qu'il y a l'intérêt effectivement dans l'esprit de l'équipe un peu anglophone. Ici en France, où on sait bien l'esprit et les forces françaises, mais peut-être il y a l'intérêt de faire une combinaison avec quelques forces peut-être anglophones ou qui sont vachement néo-zélandais ou All Black. C'est quoi par exemple qui diffère selon toi? Il y a encore selon toi ici cet esprit latin, peut-être de manque de rigueur dans la façon de s'entraîner. C'est quoi pour toi là, qui diffère entre les deux et c'est quoi les recettes plutôt anglo-saxonnes? C'est peut-être pas un manque de quelque chose, je dirais pas ça, hein, mais je pense que juste d'ajouter quelque chose qui n'est pas peut-être naturel, ou plus naturel, comme nous. Je pense que dans le monde anglo on pourrait profiter de plus de créativité, de plus d'esprit, de plus de, comment dire, de se montrer. On dit en anglais to wear your heart on your sleeve. De se montrer le cœur ou de montrer la passion un peu plus. On est un peu timide en tant qu'anglo. Il y a moins d'affect, c'est moins expressif. Oui, tout à fait. Donc là, on peut apprendre un peu ça parce que ça fait du bien sur le terrain. Mais peut-être ce qui marche bien pour nous et qui pourrait transmettre à toutes les équipes, c'est peut-être une focus un peu plus sur la cohésion du groupe et groupe premier. Mais je veux pas dire aux Français qu'il manque quelque chose, mais je dis que j'aimerais bien que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Australie ou en France, il y a certaines valeurs qui sont humaines. Voilà, pardon. Les valeurs qui sont humaines, qui ne sont pas que du sport. Mais par contre, il faut les appliquer sur le terrain pendant 80 minutes. Donc, tu dois être en place. Par contre, peut-être dans l'entreprise, il y a certains trucs qui... il ne faut pas peut-être tout le temps se focaliser sur certaines valeurs ou savoir comment les vivre, comme on dit dans l'équipe. Donc, c'est juste peut-être il y a quelque chose, quelques leçons. Il y a quelque chose qui est intéressant, je pense, à transmettre, c'est dans le sport de haut niveau, c'est le chaos permanent. C'est-à-dire, c'est un monde d'incertitude. Ça, c'est ce que le rugby apprend. Et aujourd'hui, quelque part, le monde de l'entreprise vit ça. On vit un monde d'incertitude. Et c'est moins facile à accepter pour les gens qui sont dans le confort de la vie professionnelle et qui ont l'impression d'avoir de la visibilité sur leur vie. Dans le monde du sport, on est formaté pour vivre dans l'incertitude et l'adaptation permanente à un environnement qui évolue. Et ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il faut garder le cap pendant 80 minutes et garder ses valeurs pendant 80 minutes, même quand le match se passe pas comme on veut, que le scénario change, que des leaders sortent du terrain pour X raisons. C'est ça, en gros, l'idée. Oui, tout à fait. Il faut le faire immédiatement. On n'a pas le luxe de réfléchir, de prendre du temps pour résoudre les problèmes. L'autre truc, c'est que en cherchant ce qu'on veut individuellement, il faut forcément dans le sport, dans le rugby, il faut compter sur les prestations d'autres. Il faut dépendre d'autres. Et c'est ça qui rend humble. C'est pareil dans l'entreprise, mais on devient un peu individuel de temps en temps, surtout quand on est sous pression. Donc, je pense que juste en acceptant qu'il faut, sans se sacrifier trop, il faut penser à l'équipe tout d'abord, pour qu'on puisse tous profiter d'une belle prestation du groupe. Donc, sur le terrain, peu importe si moi je tape bien, je fais l'autre exemple, je tape mal, ou l'autre équipe, le reste de l'équipe joue bien, mais si je tape mal, on peut perdre. Donc, même s'il joue bien, c'est moi qui peut aider les efforts de groupe.
pareil, si je tape bien, peu importe si on ne joue pas bien devant, si on n'a pas une bonne mêlée, tout ça. Donc, pour tout le monde d'aller dans le même sens et de respecter le fait même si on a des espoirs individuels, c'est en jouant dans le groupe, si en faisant l'effort collectif, qu'on va gagner, qu'on va achever ces espoirs, ces besoins. Andrew Mertens, je crois qu'on s'est tout dit. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est très heureux de te retrouver et honoré que tu puisses participer à l'aventure de la Coupe du Monde à nos côtés sur Sud Radio, la radio du rugby. On a beaucoup de choses à se dire et puis je crois que pour tous les gens qui nous écoutent, voilà, savoir que tu as décidé de venir en France vivre une aventure familiale et puis partager certaines valeurs qui sont particulières aux All Blacks. C'est intéressant et puis ça flatte aussi parce que il y a toujours dans l'inconscient collectif et particulièrement chez nous en France, même si l'histoire a été parfois cruelle pour vous en Coupe du Monde, un immense respect pour ce que représente cette équipe et ces grands joueurs dont tu fais partie. Donc on se retrouve très vite, merci encore. Merci pour m'avoir accueilli et je suis ravi d'être là. Je suis ravi. J'ai hâte de voir le premier match, évidemment, mais toute la Coupe du Monde, c'est un plaisir pour moi de côtoyer vous à Sud Radio, la radio de rugby. Donc, à bientôt. C'était Une vie de rugby sur Sud Radio. Avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone.